Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. Je suis en direct avec François Asselineau aujourd'hui dans la revue de presse économique du mercredi et il y a de très nombreux appels d'auditeurs donc eh bien on va commencer tout de suite histoire que tout le monde ait le temps de passer. Donc je vous demanderai, chers auditeurs, de ne pas être trop long, même si je sais que vous avez envie d'entendre les réponses de François Asselineau, de le relancer. Comme il y a beaucoup d'appels, il va falloir essayer d'être le plus concis possible. On va donc commencer par Renaud. Bonjour Renaud. Oui, bonjour François Asselineau, je vous appelle de Toulouse, Renaud Spénal, on s'est déjà rencontrés, je suis adhérent UPR. J'avais une petite question concernant, vous venez de l'évoquer, Dieudonné. Je sais par la bande qui vous a proposé son aide et proposé de vous médiatiser, sachant que vous n'avez que 4000 adhérents et que c'est très difficile d'obtenir la visibilité des médias. Je ne comprends pas ce qui vous bloque dans le fait d'accepter Dieudonné comme un allié objectif, disons. Réponse de François Asselineau. D'abord, je ne sais pas d'où vient cette idée selon laquelle Monsieur Dieudonné aurait souhaité me médiatiser. Je n'en ai pas d'informations. Deuxièmement, je ne peux dire que ce que je viens de dire. Nous avons à l'UPR un bon reflet de la société française. C'est-à-dire que nous avons, je pense que cet adhérent effectivement en fait partie, nous avons chez nous des adhérents qui apprécient Dieudonné, qui apprécient ses spectacles, qui apprécient son humour, etc. Mais nous en avons d'autres qui ne l'apprécient pas du tout. Et la question qui se pose pour, pas seulement moi, mais le Bureau national, c'est qu'est-ce que nous faisons, sachant que nous avons une charte fondatrice de notre mouvement, et qui est une charte absolument intangible, puisque c'est le contrat de confiance qui nous lie avec nos adhérents. Ce contrat de confiance, c'est que cette charte est disponible en ligne sur Internet, sur notre site upr.fr. Elle fait six pages, j'invite tout le monde à aller la lire et la relire. Cette charte montre que nous devons mettre de côté les sujets clivants, ce qui n'empêche pas à chacun d'avoir sa propre opinion. Il y a quelque chose que je voudrais faire remarquer qui me paraît assez curieuse, c'est que les Français n'en peuvent plus des mouvements politiques et des responsables politiques qui leur mentent et qui leur baratinent. Voilà. Nous avons fixé, quand on a créé l'UPR, on a fixé un mouvement politique avec des règles qui sont des règles qui ne sont pas tous azimuts, mais une structuration très stricte de ce que l'on peut attendre de notre mouvement et de ce que nous pouvons ne pas attendre. L'UPR a dit ce qu'elle ferait et fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Voilà. Non, mais je vous entends très bien. Et donc, laissez-moi terminer. Donc, ça veut dire que si nous commençons à prendre des latitudes par rapport à ça, vous savez, c'est comme qui vole un œuf vole un bœuf. Qu'est-ce qui vous permettrait ensuite de croire? Il y a des gens qui me posent la question, je fais dans des conférences, il y a des gens qui me disent, bon, mais c'est très bien, mais qu'est-ce qui nous permet de croire que lorsque vous arriverez au pouvoir, vous ferez bien le programme que vous avez dit, que vous ferez bien faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro, et que vous n'allez pas être comme tous les autres à nous faire un enfant dans le dos? Ce que je leur dis, c'est la preuve, c'est que depuis 6 ans et bientôt 7 ans, tout ce que nous avons dit que nous ferions, nous le faisons, et nous ne faisons pas autre chose. Vous savez à quoi vous attendre. Donc, je suis désolé, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pris de position sur cette affaire, même si, par ailleurs, comment dirais-je, la procédure expéditive du Conseil d'État a fait tiquer beaucoup de gens, notamment la Ligue des droits de l'homme, que l'on ne peut pas soupçonner comment dirais-je, d'avoir des complaisances pour des pensées racistes ou antisémites. Même la Ligue des droits de l'homme et même beaucoup de juristes ont considéré que la façon dont avait été réglée cette affaire était une façon assez scandaleuse au regard des libertés publiques. Voilà, donc ça c'est un autre problème. Il y a deux problèmes en fait dans cette affaire. Bon. Il y a l'affaire Vous en convenez donc, c'est un sujet qui dépasse les clivages. Je veux dire, il s'agit là d'une question de fond, puisque bon, le problème du Conseil constitutionnel, ça soulève un petit peu le problème effectivement de la dictature qui est en train de se glisser en France. Par rapport à ça, je veux dire un petit peu de pédagogie sur le personnage, parce que je veux dire, il suffit pas d'aller chercher bien loin. Dieudonné est un anti-communautariste, il l'a prouvé à maintes reprises, son public le démontre à chaque fois. Donc,
Je vois pas bien ce qui vous freine. Moi, ce que vous voulez, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que j'ai l'impression que vous vous mettez des barrières qui n'ont pas lieu d'être, hein. On n'a plus le temps de tergiverser, de faire des grands écarts. Il s'agit maintenant, si vous voulez y aller, il faut y aller, quoi. Non, mais ça, Et il faut y aller avec se donner tous les moyens. mais Je veux ça, dire. excusez-moi, mais ça, c'est votre opinion. Ça n'est pas l'opinion de tous les adhérents de l'UPR. Voilà. Et je suis désolé, nous sommes là pour faire respecter une charte. Il y a deux choses différentes, j'insiste. Il y a non pas le Conseil constitutionnel, comme vous disiez, mais c'est au Conseil d'État que cette affaire a été tranchée. Le Conseil d'État qui a d'ailleurs désavoué de façon expéditive un jugement qui avait été porté par un tribunal administratif. Donc là, il y a effectivement matière à quand même trouver ça contestable du point de vue des voies de droit. Ça, c'est un fait. Mais le problème qui se pose, c'est que si on aborde cette question, il est très difficile, d'ailleurs on le voit avec ce que vous dites, il est très difficile de ne pas être attiré sur la question de fond. Et nous estimons, je suis désolé de le dire, mais nous estimons que ça fait, pendant la scène politique française depuis 3 mois, elle a été cannibalisée pendant un mois et demi par une histoire de quenelle. Ensuite, pendant 3 semaines, par une histoire des coucheries du président de la République, de Non, mais Julie sur les Gaillet. mecs, Et puis depuis maintenant 15 jours ou 3 semaines, on a droit à autre chose. Ça a été l'affaire du jour de colère. D'ailleurs, c'est la même chose. Certains nous ont reproché, parmi certains de nos adhérents, de ne pas avoir participé à la manifestation dite jour de colère. Bon, on a regardé ce que c'était que cette affaire-là, d'abord. oui, Et puis, oui, ça sort du Panama, on se demande bien. oui, ben voilà, on a découvert que cette manifestation il y avait un site qui avait été créé dans une société écran à Panama City. On a découvert que c'était des mouvements qui étaient essentiellement des mouvements de droite ou d'extrême droite qui protestaient sur des tas de choses comme le mariage pour tous, etc. Encore une fois, c'est difficile d'être dans la position dans laquelle je suis. Et nous avons chez nous, je le dis et le redis, nous avons chez nous des gens qui apprécient Dieudonné, des gens qui sont contre le mariage pour tous, bien sûr. C'est un reflet de la société française. Voilà. Ouais, oui, mais il n'en demeure pas moins que nous avons aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et ils sont venus à l'UPR, moi je l'ai dit en préambule, il y a une chose dont j'ai toujours eu horreur dans la vie, c'est d'être trompé par des gens qui m'avaient fait une promesse. Voilà. Les gens qui viennent à l'UPR, ils peuvent être absolument certains, ils lisent la charte, eh bien ils peuvent être certains que cette charte ne sera pas remise en cause. Voilà, c'est notre quintessence. Et je vous assure que bien sûr, je sais bien qu'il y a des gens qui me disent peut-être on aurait peut-être on aurait un succès brutal, etc. Oui, c'est vrai. Mais sur long terme, nous sommes en train de bouleverser la société française parce que justement, je le disais tout à l'heure, nous avons une éthique. Nous sommes des gens honnêtes, sincères, responsables et fiables. Je me permettrai de citer un beau proverbe chinois. Vous savez que j'aime les proverbes chinois. Il y a un beau proverbe chinois qui dit une petite impatience ruine un grand projet. Il ne faut pas faire preuve de petites impatiences. Nous devons continuer notre stratégie qui gagne. Alors, merci Renaud, je suis désolé, il y a beaucoup de monde. Et merci à toi Renaud, au revoir. Et je rappelle qu'on est quand même dans une antenne économique, donc la question sur les données est intéressante et je pense que vous y avez bien répondu François Asselineau. Donc on va passer maintenant à des questions, je l'espère, économiques avec Jérôme qui nous rejoint. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Alors malheureusement, ce n'est pas une question économique, c'était plutôt une question politique, mais comme la politique et l'économie sont liées, bon, quand même, ça, pour moi, ça a un rapport. Alors, Monsieur Asselineau, nous avons un point commun tous les deux, parce que moi, je suis comme vous, en fait, je déteste être trompé. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'anomalies dans notre système politique. On a quand même un système politique extrêmement bizarre. Moi, je suis un peu comme vous, je trouve que dans ce monde, tout est mensonge, abus de pouvoir, faux semblant, demi-vérité, manipulation. Donc, vous dites que vous avez une véritable rigueur dans vos analyses. Vous dites que vous allez au fond des choses. Et moi, ce que j'ai remarqué en étudiant un peu les partis politiques, en creusant vraiment au fond des choses, en fait, c'est pratiquement impossible d'avoir un poste de pouvoir important dans cette société sans être franc-maçon. Quasiment impossible. Si vous regardez un peu tous les partis français, même les petits, en fait, quasiment tout le monde est franc-maçon. Hein, je sais pas, y compris Nicolas Dupont-Aignan, François Hollande, enfin, je ne vais pas tous les citer. Et j'aurais deux questions, en fait. Est-ce que vous-même, vous êtes franc-maçon ?
Et la deuxième question, est-ce que vous intégrez dans notre analyse politique l'influence des loges? Alors, il n'y a pas que les loges, il y a plein de réseaux parallèles, on ne va pas tous les citer, mais qu'est-ce que vous pensez de l'influence de la franc-maçonnerie dans la vie politique française, et pourquoi c'est quasiment impossible de ne pas avoir un poste élevé dans l'administration, dans la politique, sans être franc-maçon? Merci. Alors la question de la franc-maçonnerie, merci Jérôme, François Asselineau. Euh, J'espère qu'on en viendra quand même aux questions économiques après, oui, qui sont un peu plus intéressantes. oui. Alors d'abord, première question, on m'a déjà posé un nombre de fois incalculable si j'étais franc-maçon. La réponse est non, je ne suis pas franc-maçon. La deuxième chose, c'est que cet interlocuteur affirme des choses. J'avoue que ça me paraît parfois bien audacieux. Il cite des noms de gens qui seraient francs-maçons. Moi, j'avoue que je n'en sais rien. Je l'invite à faire preuve de prudence, parce qu'une des choses qui caractérise notre mouvement, c'est que nous n'affirmons jamais rien qui ne soit pris aux meilleures sources. Je le dis parce qu'une fois, j'ai vu des gens qui avaient dit, je crois que c'était venant d'un observateur de ce genre de choses spécialisé, que tous les inspecteurs généraux des finances étaient au Bilderberg ou étaient au Club Le Siècle. Bon. Alors je suis désolé, moi j'ai jamais été au Bilderberg et je ne suis pas au Club Le Siècle. Et non seulement moi, mais je connais quand même beaucoup d'inspecteurs généraux des finances, on n'est pas d'ailleurs des centaines, on a à peu près une quarantaine en exercice. Eh bien, je peux vous assurer, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est quand même la vérité, que le nombre de ceux d'entre eux qui ont été au Bilderberg, à un moment ou à un autre, il doit y en avoir peut-être 2 ou 3. Bon, et au Club Le Siècle, ça doit être à peu près pareil. En d'autres termes, ce truc était un tuyau crevé. Voilà. Alors, je ne vais pas nier, bien sûr, qu'il y a des sociétés de philosophie, ça c'est vrai que ça existe. Bientôt on va me parler après du lobby sioniste, etc. Je connais tout ce genre de choses qui taraudent certaines officines ou certains mouvements politiques en France. Oui, ce sont des choses qui existent, bien entendu. Mais là aussi, je renvoie à notre charte. Notre charte, elle est quand même très précise. Elle se fixe des objectifs précis pour modifier l'existant. Nous sommes, je le dis souvent, nous voulons être ni myopes ni presbytes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les myopes, ce sont des gens qui... ce qu'on veut faire croire au peuple français, c'est que la scène politique, c'est ce qu'on voit. Bon, non, c'est un peu plus compliqué, il faut aller chercher au-delà. Il ne faut pas être presbyte, les presbytes, c'est ceux qui voient toujours plus au-delà. Il y a toujours des gens qui me disent « Oui, mais vous ne parlez pas des francs-maçons, vous ne parlez pas de ci, vous ne parlez pas de Bilderberg, des Illuminati, des chemtrails. » Alors le problème que je dis à ce moment-là, c'est que d'abord on bascule souvent dans le domaine des hypothèses, et non plus des certitudes. On passe aussi dans un domaine qui est un domaine de généralisation. C'est comme moi, vous savez, il y a des gens qui me disent « Ah, mais de toute façon c'est un énarque. Terminé. » Mais je suis désolé, je suis la preuve est vivante, enfin me semble-t-il, que tous les énarques, c'est comme, vous savez, on dit, comme toutes les Anglaises ne sont pas rousses, tous les énarques ne sont pas identiques, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, puisque j'ai la faiblesse de penser que tous les francs-maçons ne sont pas identiques, voilà, que tous les juifs ne sont pas identiques, que tous les musulmans ne sont pas identiques, que tous les français ne sont pas identiques, que tous les catholiques ne sont pas identiques, et bien je peux vous assurer que tous les énarques et tous les inspecteurs généraux des finances ne sont pas identiques. Nous, ce que nous voulons, c'est se fixer des objectifs concrets pour sortir la France de l'Union européenne. Est-ce qu'on imagine quelqu'un qui serait venu voir Charles de Gaulle le 19 juin 1940 en lui disant « Mon général, j'ai entendu votre discours d'hier, mais avant de partir de faire la résistance, est-ce que vous êtes allé voir qui est-ce qui finance Adolf Hitler ?» On sait maintenant, les travaux d'Anthony Sutton, que c'est des gens comme Prescott Bush, la famille Bush, qui a eu des grands industriels américains qui ont financé Adolf Hitler jusque dans les années 40. Bon. Mais à quoi, finalement, à quoi cela aurait-il servi de transformer la France libre en une espèce de think tank acrimonieux et inquisitorial constant, et qui, recherchant toujours la cause de la cause de la cause des causes, finalement, n'aurait rien fait. Voilà. Nous voulons sortir la France de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN. Je suis désolé, ça paraît peut-être un petit peu limité ou un peu monomaniaque à certains de nos auditeurs, mais c'est comme ça. Hein, voilà.
Ben, d'autres sont monomaniaques sur d'autres sujets, comme la franc-maçonnerie ou les différents lobbies. Donc voilà, on dira balle au centre, un partout. Merci à Jérôme pour sa question. On accueille Stéphane à présent. Bonjour Stéphane. Stéphane. Alors Stéphane n'est pas avec nous. Ok, bon, on va passer dans ce cas à Maxime. Bonjour Maxime. Oui, bonjour à tous, bonjour à Monsieur Asselineau. On t'écoute. Donc moi je suis de Brest. Donc ma question ce serait sur le parti politique Nouvelle Donne qui est apparu il y a quelques temps et donc qui fait on va dire ces petites émules sur Internet. Et je ne me souviens pas que vous en ayez parlé dans une de vos conférences. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur ce parti et est-ce que vous avez déjà essayé de rentrer en contact avec ses dirigeants? Je précise, c'est le parti de Pierre Laroutourou, Bruno Gassio et d'autres, un nouveau parti qui s'est créé là ces derniers mois. Oui, alors écoutez, c'est pas le seul. Il y a eu aussi un autre truc qui s'appelle Nous Citoyens qui s'est créé. Il paraît qu'il y a un truc qui vient de se créer il y a un mois qui s'appelle phare pour les franco-algériens républicains, etc. Enfin, tous ces partis, ils ont deux caractéristiques assez étonnantes. La première caractéristique, c'est que ils viennent de se créer, ils ont d'un seul coup, en tout cas c'est vrai pour les deux premiers, ils ont d'un seul tous les médias qui les reçoivent. Nouvelle Donne a été reçu, enfin de tous les grands médias de grande diffusion, TF1, France 2, France 3, Le Monde, Le Figaro, France Inter, Europe 1, RTL, RMC, tout le monde en a parlé, a reçu les gens, etc. Bon, ça c'est la première des caractéristiques. Alors que nous, qui avons bientôt 7 ans, qui avons 4124 adhérents au moment même où je parle, et qui avons donc très probablement au moins 10 ou 20 fois plus d'adhérents qu'eux, même s'ils en annoncent 4000, mais ça, on peut être naïf, mais il ne faut pas exagérer. Hein. Faire que des gens adhèrent à un mouvement politique, c'est très difficile en France actuellement. Actuellement, les gens n'adhèrent pas. Donc ces mouvements viennent de se créer d'un seul coup, comme par magie, ils ont accès à tous les grands médias. Donc ça, c'est la première de ces caractéristiques. La deuxième de leurs caractéristiques, c'est que derrière des mots ronflants du style, il faut avoir des idées nouvelles, on apporte un sang neuf, on fait des tas de trucs, au bout du compte, l'analyse qui est faite est exactement égale à zéro, notamment sur la construction européenne. Ils sont tous pour l'Europe. Donc rien. Alors je suis désolé de le dire aussi crûment, mais Pierre Laroutourou, qui a créé ce mouvement, se trouve par ailleurs être membre du bureau national du Parti socialiste. Donc ça c'est une supercherie. Voilà, c'est en tout cas mon avis. En tout cas, je ne demanderai qu'une chose, c'est de pouvoir débattre, par exemple, avec M. Laroutourou sur un média de grande diffusion auquel il a accès et qui m'est refusé. Voilà Maxime, je pense que la réponse est claire. Je vous remercie. Merci Maxime, au revoir. Bonne journée, au revoir. J'ai oublié de préciser que ce truc Nouvelle Donne est en fait un copier-coller, vous le savez, de New Deal, qui était le truc de Roosevelt. Hein. C'était Roosevelt 2012, ça a été créé dans le prolongement d'une campagne qui avait été lancée en 2012, New Deal. Hein. Donc l'inspiration derrière est une inspiration d'origine américaine. Oui, c'est pour un New Deal français. Voilà. On pourrait dire que c'est leur objectif. Voilà. Et c'est toujours le discours habituel. La France est nulle. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se modernise. Et ci et ça. Voilà. Dans tous ces mouvements politiques, ce sont des mouvements qui ne partent pas des réalités. Ce sont des mouvements qui partent du fait qu'il faut ne pas entendre ce que veulent et disent les Français, qu'on va faire le bien des Français malgré eux. On accueille à présent Daniel qui souhaite participer. Bonjour Daniel. Oula. Bonjour Daniel, on t'écoute. Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Bonjour Lysandre. Salut à toi. Donc je m'appelle Daniel et je suis du Loiret. Alors je suis parfaitement d'accord avec Monsieur Asselineau sur la nécessité, je dirais même la priorité de sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, tout en passant par l'article 50 et de quitter cette féodalité néolibérale transatlantique, pour n'employer que des termes politiquement corrects. Alors je suis un m'étant perdu conférencier dans de quartiers, je dirais dans le Loiret, je développe bien entendu les thèmes justifiant cette sortie. Mais je pense, et là je souhaiterais avoir votre avis, Monsieur Asselineau, qu'il y a en parallèle un angle d'attaque, je dirais, cette fois-ci intérieur à la France pour la rétablir. Ça porte sur 4 points. C'est d'abord la démocratie française, avec la problématique des votes blancs et le quatrième pouvoir, les médias.
Deuxièmement, la souveraineté monétaire, la loi de 73, je pense qu'elle pèse énormément là aussi. Troisième point, la réappropriation des grandes entreprises françaises, donc votre position sur l'EDF, la Poste, ou des choses de ce genre. Et le quatrième point, mais vous l'avez déjà évoqué, c'est sur la réaffirmation des relations profondes et historiques qu'on a avec les pays, je pense par exemple à l'Afrique du Nord et l'Afrique en général. Voilà. Oui, je peux parler. On vous entend. On m'entend. Oui, je n'ai pas parfaitement bien perçu les questions. Enfin, je vais aller dans le sens de l'auditeur. Donc le quatrième point, encore une fois, la France, nous devons être fidèles parce que c'est notre intérêt, c'est l'intérêt aussi de nos amis et de nos partenaires. On doit être d'abord une France ouverte sur l'ensemble de la planète. Je rappelle que la France a le deuxième réseau diplomatique le plus développé du monde. Et j'en profite au passage pour citer ça devant les auditeurs. Nous avons 200, actuellement je crois que ça doit être quelque chose comme 275 ambassades et consulats à l'étranger et représentations diplomatiques auprès d'organisations internationales comme l'ONU, l'AIEA, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'OTAN, etc. Si nous sortons de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, eh bien nous passerons de 275, je crois, ou 265, je ne me rappelle plus, ambassades et consulats et représentations diplomatiques à 263. On en perdra 2. Voilà. Donc c'est pour montrer à quel point le fait de sortir de l'Union européenne et de l'euro ne nous coupera pas du monde. Et pour aller dans le sens de l'auditeur, bien sûr, nous devons renouer avec des liens beaucoup plus étroits avec les pays qui sont les plus proches de nous. C'est un legs de l'histoire, et notamment dans le monde qui a été cité, c'est-à-dire l'Afrique francophone, les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient. À cet égard, la politique française, s'agissant de la Syrie, est un crime contre les intérêts nationaux français. Non pas que je sois un partisan du régime de Bachar el-Assad, bien entendu, mais enfin il s'est agi évidemment d'une tentative de déstabilisation de ce régime. Et moi j'observe que les forces qui sont à l'œuvre et qui veulent déstabiliser ces régimes s'attaquent comme par hasard à tous les régimes progressistes et laïques du monde arabe, notamment ceux dirigés par le parti Baas, comme l'Irak ou la Syrie, qui s'est inspiré directement de la laïcité à la française. S'agissant de la loi de 73 et reprise par l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, je renvoie à notre programme qui a déjà précisé que justement c'était l'une des raisons pour lesquelles il faut sortir de ce traité pour rendre à la Banque de France, qui existe toujours, la Banque de France, je l'ai rappelé tout à l'heure, pour rendre à la Banque de France son rôle éventuel de financement partiel des déficits. Ça n'est pas la panacée, ça peut avoir, les phénomènes de planche à billets peuvent avoir des effets inflationnistes, enfin c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. D'ailleurs j'observe que font les États-Unis avec leur quantitative easing ou avec le rachat d'obligations par la Federal Reserve Board. Ils font exactement ceci, il n'y a pas de raison pourquoi la France devrait s'en priver. S'agissant des grandes entreprises, j'ai déjà répondu, je crois, aussi à l'interlocuteur. Nous avons un programme, qui s'inspire très étroitement du programme du Conseil national de la résistance, parce que nous pensons en conscience que c'est quelque chose. On était parvenu en 1944 à un bon équilibre entre ce que souhaitaient un petit peu tous les Français. D'ailleurs, ce programme a fait l'objet d'un très grand consensus pendant les 30 Glorieuses. Comme je le disais tout à l'heure, les Français, ils ont à la fois besoin d'une économie dynamique, libérale, avec l'entreprise privée, on n'a pas trouvé mieux, et puis c'est une entreprise de liberté, quoi. Les gens ne peuvent pas être tous fonctionnaires, ça ne serait pas dans notre génie national, mais ils ont aussi besoin d'avoir un État qui s'occupe des faibles, des gens qui sont un peu laissés sur la route, ou puis des gens qui n'ont pas envie de... Il y a des gens qui ne conçoivent pas la vie comme struggle for life constamment. Il y a des gens qui légitimement peuvent être des artistes, des idéalistes, ou des gens qui veulent cultiver leur jardin, voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour nous la primauté, ça n'est pas uniquement la primauté de l'argent, il y a d'autres valeurs dans le monde que celle-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous proposons dans notre programme la renationalisation
ou l'interdiction de nationaliser de tous les grands services publics qui font que la France est la France. Voilà. EDF, je suis désolé, EDF a été une grande création. Alors certains disent oui, c'était la pompe à finances de la CGT, ben, c'est possible, mais il n'en demeure pas moins qu'EDF est devenu le premier électricien mondial. Hein, et que tout le monde sait, enfin tout le monde, les économistes savent que le modèle économique d'un grand électricien, les investissements, ça se prévoit sur 30 ans. Le mode des électriciens privés comme il y a aux États-Unis, c'est une catastrophe parce que ils veulent des taux de rentabilité sur très courte période, sur 6 mois ou 1 an. Ça empêche de faire des grands investissements. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a régulièrement des pannes, des coupes de courant, des trucs et des machins. C'est là-dessus, alors qu'on avait bâti le premier électricien mondial, on est en train de le saboter. C'est dément. Donc, nous voulons. Pareil pour les réseaux ferrés d'ailleurs, où en Angleterre, la privatisation du réseau ferré a engendré des catastrophes, des accidents terribles, des déraillements, etc. Alors, parce qu'il faut un budget pour s'en occuper, voilà. Pour entretenir tout ça. Et ça coûte cher. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle nous voulons inscrire dans la Constitution le caractère de service public naturel, donc non privatisable par nature, de EDF, de GDF, de la SNCF, de tous les réseaux d'adduction d'eau, les distributions des eaux, les réseaux d'autoroutes, tout ce qui est de moyens de transport, et également de TF1, ça je vais y revenir dans un instant, et de toutes les banques qui bénéficieraient à un moment ou à un autre de fonds publics. À partir du moment où une banque bénéficie d'un fonds public, elle est privatisée. Alors, elle est nationalisée. Alors, il y a des gens, objectivement, si on regarde ce programme, aujourd'hui en 2014, les gens ont le sentiment d'avoir une espèce de brûlot de gauche, d'extrême gauche, parce que c'est un programme qui paraît très à gauche. Mais ce qui est singulier, c'est que si vous regardez les choses avec un peu le recul du temps, vous découvrirez que ce programme est beaucoup moins à gauche que le programme commun de la gauche de 1972, puisque le programme commun sur lequel Mitterrand s'était fait élire en 80 prévoyait la nationalisation de toutes les banques, la nationalisation de toutes les grandes entreprises industrielles. Il allait beaucoup, beaucoup plus loin, ce qui d'ailleurs il a fait. Nous n'allons pas jusque-là. Parce que là, on estime que ce serait un choix de nature politique allant au-delà. Nous nous inspirons du programme du CNR sur lequel il y a eu ce consensus de la société française, comme je le disais, en 44-45. Et donc, ce qui est curieux, c'est que notre programme soit un programme qui soit perçu comme étant de gauche, alors qu'en réalité, il est un programme qui est un programme conforme au génie français et à l'équilibre des forces qui s'étaient exprimées en 43-44. C'est dire que la société actuelle est devenue complètement droitière et est complètement devenue sous l'impact de l'ultralibéralisme américain. Alors c'est d'autant plus curieux que je me retrouve dans cette situation. Moi je suis originaire du centre droit, et j'ai l'impression de me retrouver à la tête d'un mouvement qui parfois est considéré avec un programme très, très, très à gauche. Non, c'est pas un programme très à gauche. Au passage, j'en profite aussi pour dire, il y a certaines personnes qui disent mais comment vous allez financer les nationalisations? Bon, on n'a pas forcément le temps d'en parler, mais je rappelle qu'il y a nationalisation, il peut y avoir des nationalisations à 100%. Il peut y avoir des nationalisations partielles à 51%. Il peut même y avoir des nationalisations du pauvre, si j'ose dire, avec la golden share, c'est-à-dire l'État prend une action et puis s'attribue avec cette action le pouvoir de diriger l'entreprise. C'est un acte régalien et souverain. Alors évidemment, c'est l'abomination de la désolation pour les européistes. Les golden shares sont absolument interdites par la Commission européenne, etc., etc. Mais tout ça, c'est le problème des européistes, c'est pas le problème des Français. Alors, j'ai pas répondu à toutes les questions. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Vous avez tout à fait répondu sur 3 points. C'était quoi le quatrième point? Voilà. Le dernier, je pense que vous allez débattre, et à mon avis, il est le plus important, et en particulier pour l'UPR, ce sont les médias. Ah oui, voilà. Et le 4e pouvoir. Voilà. Alors, on va vous remercier, Daniel, parce qu'après, on va prendre d'autres auditeurs, et j'ai pas envie de vous garder à l'antenne plus que nécessaire. Au moins, vous avez pu rappeler les 4 points. C'est parfait. Merci, Daniel. Merci de ton appel. Salut à toi. Alors, s'agissant des... Sur les médias. Et vous parliez de nationaliser TF1 aussi avant. On pourrait répondre aux 2 questions en même temps. Voilà. Alors, s'agissant des médias, effectivement, nous avons une proposition, enfin on en a plusieurs, mais on en a sur TF1, nous voulons renationaliser TF1. Nous sommes le seul mouvement politique. Je suppose que les autres mouvements politiques doivent se dire, oulala, ils ont peur.
Tous ces gens ont peur. Jamais le FN, DLR, le Front de gauche et autres vont proposer de renationaliser TF1. Ils ont les jetons. Bon, ben nous, on n'a pas peur. Pourquoi on veut renationaliser TF1? Parce que TF1 est possédé par Bouygues. Que Bouygues, au conseil d'administration de Bouygues, vous avez Capital Research and Management, American Funds, c'est-à-dire qu'il doit avoir au moins 20% du capital de Bouygues qui sont des fonds de pension américains. Nous considérons, nous, que TF1, c'est l'organe numéro 1 de formation de l'opinion publique en France. TF1 20h en moyenne, un jour correct, c'est 8 millions de téléspectateurs. 8 millions. Voilà. Donc ça veut dire qu'on touche une proportion énorme de la population avec TF1. Eh bien nous disons que TF1 c'est la première chaîne de télévision qui d'ailleurs, je rappelle, était publique jusqu'en 1986. Sous le gouvernement de Jacques Chirac, de la cohabitation, Jacques Chirac a décidé la privatisation d'une des chaînes de télévision. Normalement, tous les observateurs pensaient que ça serait la deuxième chaîne qui serait privatisée. C'est François Lehetard, ministre de la Communication, qui a décidé à la surprise générale de privatiser TF1. N'épiloguons pas. En attendant, nous sommes dans une situation où l'organe numéro 1 de formation de l'opinion publique en France n'est pas détenu par la République française, est détenu par des intérêts privés dans lesquels il y a des intérêts étrangers. Nous estimons que ça ne va pas. Nous estimons que ça ne va pas, et si c'est à cause de ça que je ne suis pas reçu sur TF1, je m'en fiche, je dis quand même ce que nous estimons être juste. Voilà. C'est pas TF1 qui va régler la société française et ce que doivent faire les Français. Alors, il y a des gens qui disent « Oh, mais vous allez créer un monstre tyrannique, ça va être l'ORTF. » Le retour de l'ORTF. Voilà. Alors, à quoi nous répondons? Attention, on propose la renationalisation de TF1, point. On ne propose pas la nationalisation de toutes les chaînes de télévision. Il y en a d'autres, qui sont certaines privées. Deuxièmement, le monde a changé depuis l'ORTF. Maintenant, il y a Internet. Et il y a les bouquets de programmes. Il y a quand même des quantités de télévision que les gens peuvent aller chercher à droite ou à gauche. Donc nous proposons un truc, c'est TF1. Parce que nous estimons que la première chaîne de télévision, celle qui formate l'opinion publique française, ne doit pas appartenir à des mains privées. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on va la mettre dans les mains du gouvernement? Mettre dans la main de l'État, c'est pas la mettre dans la main du gouvernement. Ce sont deux entités différentes. Donc ce que nous voulons par ailleurs, c'est développer une démocratisation de l'accès aux médias. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous proposons notamment un renforcement, je renvoie au programme, un renforcement considérable des prérogatives du CSA. Le CSA actuellement n'a pas énormément de moyens et ne peut donner d'ailleurs que des conseils. Nous voudrions, nous, que le CSA ait un véritable pouvoir d'exiger d'un certain nombre de choses des médias. Et en particulier, et là je vais reprendre une idée chère à Étienne Chouard sur le tirage au sort, que nous ne partageons pas son idée sur le tirage au sort pour les députés, parce que ça pose des problèmes sans fin et à vrai dire insurmontables. Mais en revanche, s'agissant de l'accès aux médias, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux Français ce qu'ils veulent? Nous avons, vous savez, il y a des systèmes maintenant, il y a des petites boîtes qui sont réparties dans, je ne sais plus, 60 ou 80 000 foyers par médiamétrie, qui permettent de savoir à tout instant ce que 60 000 ou 80 000 Français regardent à tout instant à la télévision. Donc chaque jour, on sait, hier ça a été jusqu'à telle minute, les gens regardaient TF1, puis après ça a chuté, etc. Donc tout ça est suivi par les spécialistes. Dans la mesure où on dispose de ces moyens techniques, pourquoi est-ce que l'on ne pourrait pas avoir un moyen qui demanderait aux Français, ça pourrait être 200 000, 300 000, 500 000, 1 million de téléspectateurs, qui est-ce qu'ils veulent voir à la télévision et qui est-ce qu'ils ne veulent plus voir? Parce que ça commence à bien faire, ces gens qui se sont attribués une espèce de droit moral, qui s'attribuent les gens qui vont passer à la télévision et ceux qui ne passeront pas. Voilà. J'ai créé un mouvement politique qui est en plus forte croissance de France. On a maintenant 4124 adhérents. On en a beaucoup plus, par exemple, que le NPA de M. Besancenot. On en a incomparablement plus que Nouvelle Donne ou Nous Citoyens de Denis Père. Alors, quand je rencontre des journalistes, de plus en plus, ils prennent un air gêné. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant, mais vous comprenez, je comprends quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Bon. Donc, il veut dire qu'il y a des gens quelque part qui ont décidé que nous, on ne devait pas passer. Et pourquoi donc? Voilà. Donc nous disons qu'il y en a, si vous voulez, il y a des gens, ils en ont marre. Beaucoup de Français, ils en ont marre de voir Bernard-Henri Lévy à la télé. Voilà. De voir Jacques Attali à la télé.
de voir Jacques Delors à la télé, de voir les européistes défier constamment à la télé. Ils en ont marre de voir que l'opposition à l'euro, c'est systématiquement la SARL Le Pen qui va en profiter pour faire un dérapage, pour bien pourrir le débat. Il y a beaucoup de gens qui en ont assez. Donc nous voulons avoir un moyen, et de ce point de vue-là, avoir recours à une très large démocratie. On demanderait aux Français, mais qui est-ce que vous voulez voir? Quels sont les responsables politiques que vous voudrez voir, responsables politiques ou dans d'autres domaines, que vous aimeriez voir à la télévision publique? On pourrait également envisager, c'est en tout cas dans notre programme, qu'il y ait systématiquement des présentateurs, des journalistes, qui aient des opinions politiques clairement affichées et clairement différentes les unes des autres. Parce qu'une des façons de mettre en condition l'opinion publique, c'est que vous avez les médias qui font venir tel ou tel responsable politique, mais les journalistes, eux, on a l'impression qu'ils pensent tous la même chose, ils sont tous pro-européistes. À chaque fois qu'ils interviewent quelqu'un qui porte des critiques contre l'euro, on a l'impression qu'il se pince le nez, alors qu'en fait, dans la vie privée, c'est pas du tout ça. Et la plupart du temps, on assiste du coup à des journalistes pro-européens qui interviewent des économistes ou des politiques pro-européens, Voilà. donc c'est effectivement très intéressant à regarder. Voilà, alors d'ailleurs, tout ceci est en train de tourner très mal. D'abord, ça tourne très mal pour les journaux de la presse écrite. On le voit avec Libération récemment. Voilà, bah, écoutez, Libération, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je vois la façon dont s'est comporté Jean Quatremer à mon égard, c'est un vrai scandale. Quand je suis allé sur BFM Business, j'étais d'abord seul contre 5. Donc c'est le correspondant de Bruxelles à Libération. Voilà, c'est ça, exactement. Quand je suis allé à Bruxelles, j'ai été interviewé par BFM Business. Monsieur Jean Quatremer, qui est journaliste, ne s'est pas comporté comme un journaliste. Il s'est comporté comme une espèce de chien de garde, comme disait Serge Halimi dans son livre Les nouveaux chiens de garde. Et il s'est comporté comme quelqu'un qui m'aboyait au visage et qui, d'ailleurs, avec ses collègues, dès que je disais un mot, commençait à glousser, à me tourner en dérision. Parce que les européistes, en général, quand on les met devant des faits irréfutables, à ce moment-là, ils gloussent ou ils vous traitent, ils vous lancent des noms d'oiseaux. Il y a dans la profession de journaliste, pour moi, c'est une très grande profession. Je pense que c'est un métier très exigeant, un métier de journaliste, et c'est à mon avis une grande profession. Et personnellement, comme j'en connais des journalistes, je sais que leur métier n'est pas toujours facile, surtout quand ils sont dans des médias de grande diffusion. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en pensent pas moins, mais le problème, ils sont obligés de croûter, ils sont obligés de manger. Et je sais, parce que j'en ai rencontré, qu'il y a des gens qui considèrent par exemple que le sort qui nous est infligé est indigne d'une démocratie normale. Compte tenu de la qualité des analyses que nous produisons, compte tenu de l'influence que nous avons, compte tenu des plagiats de gens qui viennent ouvertement maintenant que le fait que nous soyons toujours interdits des médias de grande diffusion, il y a beaucoup de journalistes qui n'en pensent pas moins en attendant. J'en profite pour rappeler que la profession de journalisme, elle est assujettie théoriquement à une charte qui s'appelle la charte de Munich. Cette charte de Munich qui date de 1971, qui reprenait d'ailleurs, je crois, une charte de 1938. Cette charte de Munich, elle fixe, là je reprends mon document, elle a été signée le 24 novembre 1971. Elle a été adoptée par la Fédération européenne des journalistes. C'est le code de déontologie des journalistes. Alors je voudrais rappeler le devoir numéro 1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour le journaliste lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Le droit que le public a de connaître la vérité. Alors pourquoi est-ce qu'il est interdit de parler de l'article 50 du traité sur l'Union européenne sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur France Inter, sur RMC, n'est-ce pas, M. Bourdin, sur RTL? Pourquoi c'est interdit? Est-ce que M. Bourdin respecte l'article 1 de la charte de Munich? Je rappelle que dans la charte de Munich, l'article 3, un journaliste ne doit pas supprimer les informations essentielles, ne pas altérer les textes et les documents. Ce n'est pas une information essentielle quand je dis à mes publics que la première personne au monde à avoir lancé l'idée d'une constitution européenne, c'est le général Eisenhower, dans le Paris Match du 27 octobre 1951, dont je montre les scans. J'ai eu un débat à la Sorbonne avec M. Jurgensen qui m'a traité de complotiste quand j'ai dit ça. Alors comme ça m'énerve, j'ai sorti le document, je l'ai lu à la tribune. Je ne suis pas complotiste, je suis un lecteur. Je suis un lecteur de l'interview de M. Eisenhower. Et vous lui avez dit, est-ce que c'est complotiste de lire Paris Match? Voilà. Effectivement. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé ses chaussures. Il faut arrêter l'intimidation.
Il faut briser ce cercle de l'intimidation. Hein. Je suis désolé, on a le droit, on n'a même pas le droit, on a le devoir de décrire quelles sont les stratégies géopolitiques des États du monde, la géopolitique russe, la géopolitique chinoise, mais aussi la géopolitique américaine, le rôle joué par les États-Unis dans la construction européenne, sinon on se condamne à ne rien comprendre. Et en France, dès que vous entamez ces sujets, aussitôt vous avez, comme tout à l'heure on parlait de M. Moscovici et Colombani, qui avait traité Jacques Sapir d'extrême droite, aussitôt on vous dit « Ah, complotiste ». C'est comme je l'ai dit à Jürgensen, c'est comme si, selon ces gens, la CIA, c'est comme le nuage de Tchernobyl, elle arrête son activité à la frontière française. Eh bien non, nous, que cela plaise ou ne plaise pas, nous continuerons à dire ce qui est la vérité. Toujours dans cette charte de Munich, l'article 9, sur les 10 devoirs, le devoir numéro 9, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Et qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Quatremer? La façon dont il m'a agressé constamment. Et d'ailleurs, il représentait qui? Moi, je suis désolé, je représente quand même 4124 adhérents, sans compter les milliers, dizaines de milliers de sympathisants. Il représente qui, monsieur Quatremer? Vous savez qui est-ce qu'il représentait? Il représentait les propriétaires de Libération qui sont en train de fermer boutique. Il va se retrouver dans la panade. Voilà ce qu'est M. Quatremer. Donc d'une certaine façon, vous savez, c'est ce que dit le Bouddha. Hein. Les grandes et les bonnes et les mauvaises actions finissent toujours par être sanctionnées, chacune comme elles le doivent. Voilà, si lorsque un journaliste ne fait plus son métier, il ne faut pas s'étonner après que les propriétaires du média pour lesquels il travaille le traitent comme une serpillière. Voilà ce que je voulais dire. Alors terminons-en sur l'affaire donc du CSA. J'ai encore un mot à dire. C'est la question de l'accès aux médias pour les responsables politiques. Le CSA a édicté une jurisprudence qui est le principe de l'équité d'accès. Alors équité d'accès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on donne le temps de parole selon le CSA en fonction de l'importance du parti politique. Mais je suis désolé, ça c'est pas l'équité. Ça c'est pas l'équité parce que ça revient à donner du temps d'antenne, d'autant plus à ceux qui l'ont déjà. Or, on sait par les courbes, si vous voulez, que les partis politiques, malheureusement c'est comme ça, ils ont d'autant plus de voix dans les urnes qu'on les a vus à la télé. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, c'est quasiment parallèle la courbe de passage à la télévision et de voix qu'on obtient dans des élections. Voilà, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Pour bien faire ressortir le caractère incongru de ce concept développé par le CSA, je m'adresse ici à tous les auditeurs qui sont sensibles à ce qu'on appelle le commerce équitable. C'est quoi le commerce équitable? C'est la volonté qui a été prise dans un certain nombre de pays développés d'avoir des échanges moins inéquitables avec les pays du Sud, c'est-à-dire de surfacturer les produits pour mieux payer le cacao, le café, le thé, etc., de façon à ce que les entreprises des pays du Sud puissent avoir une politique sociale, environnementale, salariale qui soit moins indigne, que ce soit moins de l'exploitation. Ça, c'est ce qu'on appelle le commerce équitable. C'est la volonté de lutter contre les effets naturels des échanges, de lutter contre une tendance naturelle pour rétablir un peu de justice en faveur des plus déshérités. Eh bien, si vous appliquez ça à la politique française, l'équité devrait consister à donner, tout le contraire de ce que dit le CSA, à donner plus aux mouvements politiques qui n'ont jamais accès à la parole. C'est ça que ça devrait être l'équité. On devrait donner l'accès à des petits mouvements politiques nouveaux qui n'ont jamais accès aux médias pour voir. Et puis après, les Français verront si ça les intéresse ou si ça ne les intéresse pas. Voilà comment ça se passe. Alors qu'en revanche, maintenant, on donne accès. Alors le résultat de tout ça, c'est que comme le CSA confirme que les médias doivent donner le maximum d'antennes au à l'UMP et au Parti Socialiste, ou bien au Parti Socialiste et à l'UMP. Et puis, vous avez vu la courbe pour 2012, ça veut dire que c'est trusté par ces deux grands partis politiques. C'est complètement scandaleux. M. Hollande et M. Sarkozy ont eu tous les deux
4 à 5 fois plus de temps d'antenne pour les présidentielles de 2012 que le troisième qui était Madame Le Pen, que le quatrième qui était Monsieur Mélenchon, etc. Bon, et en vertu de quoi? Il n'est pas inscrit dans la Constitution française que ne peuvent être élus à la présidence de la République que le candidat de l'UMP et du PS. Hein. Donc voilà, là aussi, il faudrait revoir ce genre de choses sur les médias. Il y a aussi le fait que les analystes politiques, quand ils parlent d'une élection, la plupart du temps, ils ne parlent que du PS et de l'UMP, comme si le second tour était déjà advenu et que le premier tour était déjà passé et qu'on était déjà au second tour. Et parfois 6 mois ou 1 an avant même l'élection présidentielle, voire même plus parfois. Alors, c'est le système, je vous interromps, mais je partage votre point de vue, c'est le système à l'américaine. Oui. Puisque, voilà, c'est pareil, aux États-Unis, je suis persuadé que 99% de nos compatriotes sont convaincus qu'aux États-Unis, aux élections présidentielles, il n'y a que 2 partis, que 2 candidats. Mais c'est pas vrai. Oui, il y a 7, 8, 10 candidats. Il y a Ralph Nader qui se présente Ralph quasiment Nader, année après année. Absolument. Vous avez Ron Paul, Ralph Nader, vous avez des quantités de gens, partis communistes, etc. On peut d'ailleurs, si je ne me trompe pas, voter pour n'importe qui en réalité lors des élections présidentielles et on peut mettre quasiment le nom qu'on veut dans l'urne. C'est simplement qu'effectivement les petits candidats n'ont aucune couverture médiatique et donc ils sont pas connus évidemment, encore moins en France, mais surtout ils sont pas connus aux États-Unis. Donc évidemment ils ont des scores ridicules de l'ordre de 0,003%, Voilà. alors qu'ils représentent souvent une fibre, une branche de l'électorat américain. Bon, c'est encore un autre problème. Nous allons accueillir à présent Alexandre, qui attend depuis un moment hors antenne. Désolé Alexandre, il y a Joël qui attend aussi après toi. Alexandre, bonjour. Bonjour, mon cher monsieur. Oui, j'ai trouvé 20 minutes sur ces foutus journalistes à la con. C'est un peu beaucoup, vous leur faites trop d'honneur, hein, je crois. Parce que expliquer que des journalistes sont des pourris et des vendus et des menteurs et des peureux, pratiquement tout le monde le sait, et je trouve que c'est leur faire trop d'honneur pour prendre 20 minutes d'antenne pour ces gens-là qui n'en valent vraiment pas la peine parce qu'il n'y a pas de réciprocité pour vous. Alors, ma question, une seule petite question politique que je me permets de vous poser, je ne sais pas comment ça se fait, mais est-ce que vous avez remarqué que Mediapart vous qualifie de, comment dirais-je, je voudrais pas... Ultra-droite. L'ultra-droite souverainiste. Oui. Alors, bon, ça c'est une parenthèse. Alors, mes questions économiques. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur la question du tirage au sort parce que votre philosophie m'intéresse beaucoup parce que vous allez jusqu'au fond des choses. Et lorsque l'on va jusqu'au fond des choses par rapport au vote, au tirage au sort, on peut s'apercevoir des bienfaits et notamment, non pas de la complexité que vous semblez présenter, mais justement de l'équité. Mais faut-il aussi qu'on mette tout en place pour le tirage au sort avec les sphères de contrôle et surtout non pas une pérennisation du métier de politicard. Deuxièmement, je vous renvoie au texte de notre philosophe Madame Veil, pas la contemporaine, hein, enfin pas la contemporaine, excusez-moi. On parle de Simone Veil, W-E-I-L, effectivement décédée en 1944. Voilà, sur la nécessité de la disparition de tous les partis politiques. Je vous engage à le relire. Oui, ça s'appelle Note pour la suppression générale des partis politiques, donc un texte de Simone Veil qui date des années 40. Voilà, donc ça permet un petit peu de contrebalancer votre point négatif sur le tirage au sort. Donc ça, c'est l'aspect politique. L'aspect économique. Êtes-vous d'accord pour la mise en place d'un revenu de base? Êtes-vous d'accord pour la suppression de plusieurs feuilles dans le millefeuille administratif? Je n'ai pas vu, je vous prie de m'en excuser, mon cher monsieur, mais je n'ai pas encore pris le temps parce que je viens de découvrir votre parti. Donc c'est peut-être noté dans votre programme. Alors Alexandre, je m'excuse, mais il y a Joël qui va pas tarder à couper parce que ça fait très longtemps qu'il attend et j'aimerais qu'il puisse poser lui aussi ses questions. J'ai mis 40 minutes pour avoir... Je suis désolé Alexandre, mais j'aimerais juste que Joël puisse poser ses questions, on les note et après François Asselineau il répond séparément, comme ça au moins Joël aura pu poser sa question. Joël, est-ce que tu es avec nous? Joël?
Bon, je crois que Joël malheureusement a déjà été coupé, donc bon, désolé pour toi Joël. Si tu me rappelles, je te passerai évidemment en priorité, Joël. Alexandre, on finit tes questions. Donc le tirage au sort, le revenu de base, Le revenu de le base, millefeuille le administratif. millefeuille administratif, sous quelles sont les feuilles que ce monsieur enlève, à savoir toutes les strates que nous connaissons. Quel est son point de vue sur la manne financière de la formation professionnelle, parce que justement ça permet de former des hommes et des femmes qui sont au chômage, donc ça correspond quand même à près de 35 milliards d'euros par an, donc c'est quand même pas neutre. Et puis troisièmement, quel est par rapport à son parti, est-ce qu'il est d'accord pour que tous les Français payent des impôts sur leur revenu, et quelle est sa position par rapport à la dichotomie qui semble traîner des pieds vis-à-vis des banques, entre les banques de dépôt et les banques spéculatives. Ouais, ça fait énormément de questions, Alexandre. Il va falloir qu'on ait le temps d'y répondre, sachant qu'il nous reste une demi-heure d'émission. J'arrête là. Voilà, il y a encore des auditeurs qui attendent pour poser leurs questions. Oui, j'entends bien, Alexandre. En tout cas, voilà, tu ratisses très large et on va essayer de demander à François Asselineau de nous donner un mot, un peu plus d'un mot sur chacune de ces problématiques. Oui, qui mériterait une émission. Voilà, ça mériterait une émission à l'entière. D'autant plus que je vais sans doute décevoir l'auditeur. Je vais le renvoyer à notre programme et également à notre charte et redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le mouvement que j'ai créé est un mouvement qui se veut provisoire pour rendre aux Français leur démocratie. Nous n'avons pas pour programme de décider de tout. Je l'ai dit tout à l'heure sur le nucléaire, sur le mariage pour tous, sur je ne sais plus quoi, l'euthanasie ou autre. Mais c'est pareil pour les questions, par exemple, de fiscalité, de formation professionnelle, de millefeuille administratif, comme il le dit, parce que ça, ce sont des décisions qu'il appartiendra aux Français de décider. Il y a dans les Français nous avons chez nous des gens de tous les horizons qui ne sont pas d'accord sur plein de choses, mais qui sont d'accord pour ce qui fait la base même de notre mouvement politique, c'est que les gens sont d'accord sur le plus grand dénominateur commun des Français, rendre aux Français leur indépendance, leur pouvoir, leur souveraineté. Je sais que, moi j'ai mes propres opinions sur ces sujets, par exemple sur le millefeuille administratif. Je sais, c'est un peu mes fonctions à l'inspection générale des finances, je sais quand même que lorsqu'un ministre arrive, quel qu'il soit, et surtout dans ces temps de disette budgétaire, la première réaction, c'est de dire on va simplifier, on va supprimer ça, ça et ça. Bon, le problème, c'est qu'il se heurte très très vite à des problèmes très très compliqués auxquels il ne s'était pas rendu compte, parce que le millefeuille administratif, les réglementations, c'est le fruit de l'expérience pluridécennale, etc. Et on se rend compte que tous les gouvernements se cassent un petit peu les dents, parce que chacun a son truc à défendre. Il y a toujours dans la société française telle ou telle profession qui veut ci, qui veut ça. Ça n'est pas forcément bien, ça n'est pas non plus forcément mal. Ça peut être aussi justifié. Il faut aussi se méfier. On présente ça comme une spécificité française. J'ai vu il y a un programme récemment qui a été lancé par l'UMP. Ils se sont réunis, paraît-il, en grand conclave, l'équipe dirigeante de l'UMP, avec des pointures intellectuelles comme Madame Nadine Morano, par exemple. Ils se sont réunis pour définir quel était le projet de l'UMP. Bon, et alors je voyais ça. Ils ont produit un truc pour le grand public. Simplifier le code du travail. Bon, ça tombe bien, c'est exactement ce que demande la Commission européenne, comme par hasard. Bon. Et je voyais le document de l'UMP, ils mettaient code du travail en France, 3000 pages, code du travail en Allemagne, 600 pages, code du travail en Suisse, 70 pages. Moi, j'en revenais pas. Comment est-ce que... Moi, je veux bien quand même... Enfin, je suis quand même... Faut pas être naïf quand même. Je veux bien qu'à la limite les Français aiment bien réglementer, mais quand même ça m'a paru bizarre. J'ai regardé d'un petit peu plus approfondi, il y a même eu une émission de France Info là-dessus, ils sont allés regarder. En fait, ces chiffres sont des inventions de Pierre Gattaz, le type du MEDEF. Mais vérification, en fait c'est faux. Il y a 3000 pages de code du travail en France en effet, mais il y en a à peu près autant en Allemagne, 3000.
Sauf que le domaine du réglementaire en France et le domaine de la loi et du règlement en France est plus important qu'en Allemagne. En Allemagne, ce qui est le plus important, c'est le domaine de la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions prises par les tribunaux. Mais quand vous accumulez les deux, c'est pareil. Bon, donc il faut parfois faire attention à ces idées. C'est comme actuellement, je sais qu'à Bercy, tout le monde fricote sur l'idée de supprimer des petites taxes, etc. Mais en fait, c'est assez calé, c'est assez compliqué parce que vous touchez toujours à des professions, à des intérêts, qui ne sont pas toujours infondés. Je ne suis pas un adepte comment dirais-je, de l'immobilisme. Bien au contraire, d'ailleurs, notre mouvement politique, me semble-t-il, prouve et tout le contraire. Je dis simplement, il faut faire attention. Voilà. Donc pour le reste, je crois que cet auditeur a certainement des idées très, très précises sur les sujets qu'il a évoqués. Il a parfaitement le droit de les avoir, de les défendre d'ailleurs. Mais encore une fois, je le renvoie à notre programme. Il verra que les questions qu'on aborde, on en a déjà pour 60 pages, il verra que les questions qu'on aborde consistent... on est un peu comme des réparateurs. La voiture France, elle a versé dans le fossé, la voiture est complètement cabossée, elle ne marche plus, donc on la remet sur la route, on la répare, et puis après ça, on va la redonner aux Français, en ayant le souci quand même de faire en sorte que les mêmes choses puissent ne pas se reproduire. C'est-à-dire en particulier veiller à ce que, par exemple sur les transferts de souveraineté, qu'il y ait des interdictions constitutionnelles. J'en ai pas parlé, mais la réforme profonde du Conseil constitutionnel, un truc à l'allemande. Le tribunal de Karlsruhe est beaucoup plus vigilant à la protection de la Bundesverfassung, la Constitution fédérale de la République fédérale d'Allemagne, que le Conseil. D'ailleurs, il n'a pas du tout la même composition. Nous, on propose de modifier la composition du Conseil constitutionnel. En matière de démocratie, je crois que c'est lui qui en a parlé, nous proposons le référendum d'initiative populaire. On n'est pas les seuls pour le coup, mais on le propose. On propose la comptabilisation du vote blanc de plein exercice, c'est-à-dire que... Qui d'ailleurs a été accepté aujourd'hui à l'Assemblée, la comptabilité du vote blanc, enfin dans les termes qu'ils avaient définis, c'est-à-dire un peu moitié-moitié, quoi. C'est pas vraiment une vraie comptabilisation au sens où on instaure un quorum, au sens où le vote blanc peut avoir un impact, mais je vais vous lire la dépêche du Figaro qui vient de tomber à l'instant. Les électeurs pourront désormais voter blanc, le Parlement ayant définitivement adopté aujourd'hui une proposition de loi centriste en ce sens. Une mesure qui entrera en vigueur après les municipales. Les sénateurs ont voté conforme le texte déjà adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Son adoption est donc définitive. Alors il faudra regarder d'un peu plus près les modalités parce que l'une des conséquences du vote blanc, normalement de plein exercice, c'est que si lors d'une élection le vote blanc arrivait en tête, normalement l'élection est invalidée et les candidats qui se présentent à l'élection ne peuvent plus se représenter. Ce n'est pas prévu. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'effectivement, je disais, c'est une moitié d'acceptation du vote blanc. On n'y est pas encore. Parce que nous, c'était cette proposition qui est une espèce de révocation des électeurs, des candidats qui leur sont proposés. J'imagine mal le PS et l'UMP voter un tel projet, étant donné qu'ils en seraient les premières victimes, probablement. Oui, enfin, d'ici à ce qu'il y ait une majorité de gens qui votent blanc. Mais ça, c'est déjà vu. Je crois qu'il paraît qu'il y a eu un cas comme ça il y a quelques pays au monde qui ont adopté ce système. Il y a la Suède, il y a l'Uruguay. Je crois que dans une municipalité en Uruguay, il y a une quinzaine d'années, d'après ce que je crois savoir, le vote blanc était arrivé en tête et c'est ce qui s'est passé là. L'élection a été annulée et tous les candidats qui se présentaient ont été interdits de se représenter. Voilà, nouveaux candidats, nouvelles élections, voilà. On repart ça serait bien. Effectivement, ce serait très bien. Ce serait démocratique pour le Absolument. coup. Ce serait authentiquement démocratique. Vous parliez aussi à l'instant d'initiative citoyenne, de référendum d'initiative citoyenne. Ils l'ont aussi intégré dans le code, la loi française. Cependant, ce n'est pas un référendum d'initiative citoyenne, c'est un référendum d'initiative parlementaire qui porte le nom d'initiative citoyenne, alors que c'en est pas une. On en a parlé avec Étienne Chouard cette antenne. C'est encore une fois là, un mensonge. Je veux dire, on essaye de nous entuber pour parler. Voilà, on fait des morceaux, on prend certains trucs et puis on les vide de substance. C'est une habitude. Alors on va accueillir Jean à présent et ensuite ce sera Yann qui pourra vous poser ses questions. Jean, bonjour à toi, on t'écoute. Oui, bonjour, excusez-moi. Voilà, ma question porte sur les emprunts chinois d'avant 1949. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce dossier. Les emprunts chinois qui n'ont toujours pas été remboursés. Ça m'a l'air extrêmement spécifique. Je suis petit porteur et parce que à ce que j'ai cru comprendre, M. Asselineau connaît bien le monde asiatique et donc il a été aussi au niveau des finances. Donc je voulais savoir s'il connaissait ce dossier, s'il connaissait l'avancée de ce dossier et des négociations qui sont en cours sur le remboursement des emprunts chinois avant 1949.
Monsieur Asselineau? La réponse, je suis désolé, mais la réponse est non. Non, je ne connais pas ce dossier. Il est, je pense qu'il ne, pour un porteur, un petit porteur de ce type d'emprunt, il ne doit pas perdre espoir, puisque les porteurs d'emprunts russes ont fini après plus de 70 ans ou 80 ans par être partiellement remboursés, très partiellement, mais ils l'ont fini quand même. Donc, à mon avis, il faut qu'ils tiennent. Mais honnêtement, je ne connais pas ce dossier. Voilà, Bien, désolé je vous Jean. remercie. Merci pour Je vous ton remercie, appel au Jean. revoir. Merci à toi, au revoir. Je rappelle le numéro du standard, le 08 92 23 95 20. Il nous reste exactement 20 minutes à passer avec François Asselineau et on accueille Yann à présent. Bonjour Yann. Yann, est-ce que tu es avec nous? Yann, es-tu là? Non, je crois que Yann n'est plus là. Très bien, bien, j'ouvre le standard. Comme ça, vous pouvez intervenir au 08 92 23 95 20. Voilà, ça sonne déjà. C'est incroyable le nombre d'appels aujourd'hui. Vous êtes très demandé, François Asselineau. Alors, une question en attendant que je prenne les quelques appels qui viennent d'arriver. Je vous le disais, donc le vote blanc a été adopté à l'Assemblée. Et il y a aussi un autre, voilà, c'est le Conseil d'État qui a suspendu le décret autorisant temporairement les magasins de bricolage à ouvrir le dimanche. Quelle est votre réaction là-dessus? Est-ce que ça vous paraît un sujet important, tous ces débats qu'il y a autour du travail le dimanche? Est-ce que ça vous semble un sujet important ou est-ce que c'est secondaire et c'est quelque chose à décider une fois qu'on a, comme vous le disiez tout à l'heure, une fois qu'on a restauré la souveraineté du peuple, on pourra s'occuper de ces questions-là. Est-ce que le travail du dimanche, ça fait partie, selon vous, de ces questions? Alors, objectivement, le travail du dimanche est quand même un peu secondaire par rapport à récupérer l'indépendance de la France. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, nous n'en avons pas parlé dans notre programme. Cela étant, donc, on a chez nous probablement des gens qui sont partisans de l'ouverture des magasins le dimanche et d'autres qui sont partisans de leur fermeture. Ça n'empêche pas que chacun peut avoir son avis. Moi, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, ça n'engage pas l'UPR, mais à titre personnel, je trouve que sous couvert, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire d'ouverture des magasins le dimanche? Il se cache l'idée, toujours et encore, de la loi de l'argent, de la loi du profit, de ci et de ça. Voilà. Faire tourner la machine économique. Alors on va vous citer des gens qui vont vous dire ça va faire des embauches, ça va faire des ci, ça va faire des ça. Il y a toujours des études économiques mirobolantes qui, avant qu'on prenne une mesure législative, vous font miroiter des dizaines de milliers de créations d'emplois, et puis après création de la mesure, on vous explique, en fait non, ça n'a pas du tout créé d'emplois parce qu'il y avait telle ou telle chose qui n'avait pas été prévue. Moi, ce que je sais, c'est que la fermeture dominicale, c'est quand même un facteur d'équilibre, un facteur de civilisation. C'est vieux, c'est inscrit, ça remonte, c'est un truc religieux. D'ailleurs, dans toutes les religions monothéistes, chacun, les musulmans ont leur vendredi, les juifs ont leur samedi, les chrétiens ont le dimanche. Je trouve quand même que est-ce que vraiment la machine économique ne peut pas un jour pendant la semaine laisser les gens un petit peu tranquilles, qu'ils se retrouvent en famille, entre amis, qui peuvent un petit peu souffler? Est-ce qu'il faut vraiment avoir, parce que tout ça, ça retombe sur qui en définitive? Ça retombe sur des employés, sur des gens sous-payés. Bon, voilà, je n'ai pas d'avis. Moi, si vous voulez, ça fait typiquement, par exemple, ça fait partie exactement du genre de choses qui devraient être décidées par un référendum. Oui. Nous sommes favorables à multiplier les référendums. Les référendums en France ont mauvaise presse depuis la famille Napoléon, parce que Napoléon Ier et Napoléon III ont utilisé ça sous forme de ce qu'on a appelé des plébiscites. Oui. Bon. Et donc, on a toujours en France, on soupçonne toujours, De Gaulle en a fait les frais, on soupçonne toujours le chef de l'État lorsqu'il organise un référendum d'avoir des arrière-pensées. Mais ça, c'est dû au fait qu'on n'en fait pas assez. Et c'est dû au fait que le président de la République prend parti. Nous sommes favorables à multiplier les référendums. Moi, si je suis président de la République, je multiplierai les référendums. Et puis, il y en a où je dirais, mais moi, je ne prends pas parti, parce que c'est les Français à eux de décider. Par exemple, pourquoi on ne demanderait pas aux Français s'ils veulent ou non d'ouverture le dimanche? Finalement, c'est à eux de décider collectivement. Voilà. Et si on en fait comme ça, par exemple, on pourrait avoir des dimanches référendaires, comme c'est le cas
pour le coup, là, je vais prendre l'exemple des États-Unis. Je suis pas, comment dirais-je, fermé aux inventions à l'étranger. Vous avez aux États-Unis, je crois que c'est le cas aussi en Suisse, vous avez parfois des votes où vous avez 5, 6, 7 questions qui sont posées aux gens. Mais pourquoi pas? Tout à fait. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'ouverture le dimanche? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Il faut faire davantage confiance au peuple. Et on voit d'ailleurs, on écoutait dimanche, on en parlait avec les auditeurs dimanche soir suite au référendum en Suisse sur les quotas d'immigration dans le pays. Et j'avais fait écouter le président fédéral suisse, je ne sais plus exactement le terme, en tout cas l'équivalent du président, et qui, d'une manière très étonnante, enfin en tout cas pour nous Français, quand on l'écoute, disait il faut simplement respecter le vote des Suisses. Nous sommes une nation démocratique. Les Suisses ont choisi ceci, ont choisi de voter pour l'instauration de quotas, même si à titre personnel je n'y suis pas favorable. Il faut que nous fassions au plus vite l'application de ce qu'ont décidé les citoyens suisses. Donc c'est une vision différente de la démocratie. Absolument. On ne parle pas de plébiscite, mais voilà, on parle. À mon avis, c'est bien le sujet, sachant que le chef de l'État, comme le disait De Gaulle dans la Constitution de la Ve République, doit s'occuper de l'essentiel. Or actuellement, il ne s'occupe pas de l'essentiel. Il s'occupe de l'accessoire, du superflu. L'essentiel, il l'a fourgué à des puissances étrangères. Il s'occupe essentiellement de l'accessoire. Voilà. Alors, nous allons accueillir à présent Yann, qui tout à l'heure avait coupé. Je crois qu'il est là cette fois. Yann, bonjour à toi. Oui, bonjour à tous les deux. On écoute ta question, Yann. Oui, moi j'avais une question sur... je voulais savoir si M. Asselineau avait en tête un changement de paradigme monétaire, s'il pensait que c'était réalisable, souhaitable. Donc je pense voir par là les idées peut-être d'argent fondant, revenus de base, etc. Sachant que la monnaie est la clé de voûte de notre société. Et c'est vraiment le point central d'équilibre et du coup, s'intéresser à ce problème, c'est s'intéresser aussi à une démocratie parce que si on remet le franc et qu'on part pour un cycle qui redégénère jusqu'à une prise de pouvoir par la redistribution d'argent des plus forts, donc on aura fait vraiment une révolution qui va refaire une révolution à tour complet, quoi, on va dire. Donc, c'est la question des théories monétaires alternatives, type 100% monnaie, monnaie complémentaire, monnaie fondante, revenu inconditionnel, c'est ce genre de choses dont tu parles, Yann. Exactement, est-ce qu'il avait ça en tête parce que ça a à voir, à mon avis, avec la démocratie sur le long terme. Très bien, merci pour ta question. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à toi. On écoute la réponse de François Asselineau. Je vais décevoir votre auditeur. Non, nous n'avons pas ce programme à l'esprit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des réflexions à mener d'ailleurs dans ce domaine. Ce que je voudrais quand même, ce sur quoi je veux insister, c'est que, je le disais tout à l'heure, ni myope ni presbyte. En ce moment, la France, elle perd 600 à 700 emplois industriels par jour. Tous les jours, il y a une usine qui ferme. Tous les jours, il y a 700 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté selon les calculs de l'INSEE. La France est en train de s'appauvrir à toute allure. Donc nous, ce qu'on veut, c'est parer au plus pressé, si vous voulez. Le navire est en train de couler. Donc parer au plus pressé, ça veut dire qu'il faut en urgence, avoir un programme de sortie de l'Union européenne et de l'euro. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort de l'article 63 qui organise les délocalisations, qu'on sort de l'article 123 qui interdit le financement par une banque centrale de la monnaie, etc. Mais au risque de paraître un petit peu, comment dirais-je, de ne pas aller assez loin peut-être pour certains, on se contente pourtant pour l'instant des recettes éprouvées, hein. C'est-à-dire une banque centrale nationale, une monnaie nationale comme ça existe dans tous les pays du monde, hein. Tous les pays qui ont reconquis leur liberté lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée ont créé leur monnaie nationale, leur banque centrale. Tous les pays qui sont issus du démantèlement de l'Amérique espagnole coloniale, de l'Empire austro-hongrois. Voilà, le dernier en date, c'est le Sud-Soudan qui s'est séparé du Soudan, qui a créé sa propre monnaie nationale. Donc déjà, le programme que nous avons est un programme énorme. C'est un programme qui remet en cause la mainmise d'une oligarchie sur la France. Il s'agit d'un vrai programme de libération nationale. Faut-il aller au-delà? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. D'ailleurs, ça ne dépendra pas forcément que de moi. Ça dépendra certainement de l'évolution des événements. Moi, je ne suis pas hostile à ce qu'il y ait des réflexions théoriques qui soient menées. Mais il y a quand même un sentiment d'urgence que nous devons avoir à l'esprit, je crois.
Et si les Français veulent voter un revenu inconditionnel, des changements Oui, sur c'est la pareil. monnaie, Tout à l'heure, j'en voilà. ai pas parlé pour le revenu, Oui, le revenu de base ou le revenu revenu de base. inconditionnel. Oui, ce sont des idées que j'ai lues. J'ai lu les pour et les contre. Il y a des arguments solides dans un cas et dans l'autre. Là aussi, vous savez, dans notre programme, d'ailleurs, les auditeurs pourront le voir, sur des grands sujets comme l'immigration, comme le choix énergétique, comme les questions de dette, notamment, et d'ailleurs ça va dans le sens de ce que disait l'auditeur, parce que la dette est également liée à la création monétaire. Nous avons prévu d'avoir des grands débats nationaux où tout le monde met tout sur la table, sans faux fuyant. Encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, notre mouvement veut avoir une éthique. L'éthique, c'est que rien ne désarme plus les incompréhensions, les animosités, la guerre civile, l'armée, etc., que si on réunit les gens et puis que tout le monde déballe son sac et puis que les gens ensuite réfléchissent tous collectivement. Donc, on n'a jamais eu ça. Par exemple, sur l'immigration, on n'a jamais eu ça. L'immigration, c'est des yakas faucons, c'est des procès d'intention dans un sens et dans l'autre, etc. Quand vous commencez à regarder les questions d'immigration, vous apercevez que ce sont des sujets complexes, compliqués, qui touchent notamment à des êtres humains, et que tout ça, c'est pas évident. Alors on peut concevoir qu'il ne faut pas déstabiliser les sociétés d'arrivée, mais il ne faut pas non plus déstabiliser les sociétés de départ. Ce sont des sujets compliqués, et puis finalement, demandons au peuple français de trancher. C'est ce qu'ont fait les Suisses, d'ailleurs. Moi, je suis très suisse de ce point de vue-là. Eh bien, demandons aux Français, pareil pour le nucléaire. Le nucléaire, on n'a jamais demandé aux Français ce qu'ils en pensaient. Or, le nucléaire, c'est pareil. Vous avez des arguments très solides contre le nucléaire, et vous avez des arguments très solides pour le nucléaire. Vous avez les deux logiques qui se confrontent. D'ailleurs, pour l'instant, aucun mouvement politique en France, sauf erreur de ma part, ne prône l'arrêt du nucléaire. Brutal, parce que c'est tout simplement pas possible d'un point de vue technique et pour l'assurer l'approvisionnement en électricité des Français. Mais il y a il y a certains mouvements qui prônent, comme c'est le cas en ce moment au Japon, quoi qu'ils reviennent un peu en arrière, semble-t-il, et en Allemagne, qui prônent une disparition progressive du nucléaire, mais avec la contrepartie, c'est-à-dire une augmentation tendancielle du coût probablement de l'électricité, sauf à ce que l'énergie solaire fasse des miracles de productivité. Oui, je crois qu'Europe Écologie Les Verts en France est hostile au nucléaire et pour une solution à l'allemande de progressivement démanteler toutes les centrales et ne pas en construire de nouvelles. Voilà, ça c'est la position de LV, qui est une position que, pour le coup, qui se débat. Enfin bon, mais je pense que ça devrait être au peuple français de savoir ce qu'il veut. Voilà. Et c'est pareil pour ces questions de revenus de base. Moi, je trouve que c'est aux Français de dire est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils sont pas d'accord. Il y aura d'ailleurs dans 2 ans un référendum en Suisse. Malheureusement, c'est pas pour nous, mais c'est pour la Suisse. Enfin, heureusement pour la Suisse, un référendum pour savoir si les Suisses vont instaurer un revenu de base dans leur pays aussi. Donc, on voit bien que ça fonctionne et que c'est possible et que il suffirait d'appliquer le système suisse à la France pour avoir ce même type de débat, ce même type de discussion, de référendum et que le peuple choisisse. C'est tout à fait notre état d'esprit qui me paraît beaucoup plus efficace d'ailleurs et opérationnel et matériellement possible à réaliser que les systèmes de tirage au sort et qui s'est fondé sur quelque chose qui est quand même très important, sur lequel il faudrait revenir. Pourquoi est-ce qu'il faut être démocrate ? Pourquoi est-ce que c'est pas parce que certains, je vois d'ailleurs des gens maintenant, j'ai entendu des gens qui me disent oui mais bon la démocratie finalement c'est un passage de l'histoire, il faut bâtir l'Europe, tant pis pour les peuples. Bon, vous avez une espèce de fascisme rampant hein, chez les gens, j'en parlais de Madame Reding tout à l'heure, des gens qui n'hésitent plus maintenant à dire que finalement les peuples ils doivent obéir. Et je vois dans la haute administration ou dans certains cénacles politiques que les gens quand ils parlent des élections à venir, ils en parlent avec un sourire en coin, style c'est un mauvais moment à passer avec ces pauvres imbéciles qui vont voter, puis de toute façon on n'en fera rien. Bon, c'est outre que c'est scandaleux d'un point de vue politique et moral, mais c'est surtout très bête. Parce que pourquoi est-ce que les démocraties marchent ? C'est parce que vous ne pouvez pas, sur longue durée j'entends, sur court terme on peut forcer un peuple, mais sur longue durée vous ne pouvez pas diriger un pays contre la volonté profonde de son peuple. Ça n'est pas possible. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir dans les pays de l'Union européenne. Dans les pays de l'Union européenne, des raisons fondamentales, cachées, secrètes, pour lesquelles le taux de croissance est très faible, il est même négatif. La zone euro est la zone de plus faible croissance mondiale, la zone euro est en récession. Et pourquoi est-ce qu'il y a plein de jeunes qui s'en vont ? Ils s'en vont pas pour aller dans d'autres pays d'Europe. Hein.
Les Français, ils partent en Australie, ils partent en Chine, ils partent en Amérique latine. Les Portugais partent en masse, hein. Il y a eu 150 000 départs de Portugais chaque année depuis plusieurs années. Ça fait comme il y a 6 fois moins d'habitants au Portugal qu'en France. C'est comme s'il y avait 900 000 à 1 million de Français qui quittaient la France tous les ans. Et ils vont où les Portugais? Ils vont au Brésil ou en Angola. Pourquoi? C'est les gens, ils votent avec les pieds. Voilà. Eh bien, si vous voulez qu'un pays marche, si vous voulez qu'un pays soit fort, si vous voulez qu'un pays soit dynamique, si vous voulez qu'un pays ait de la croissance, si vous voulez qu'un pays, les gens soient heureux, il faut que les gens, le peuple, aient le sentiment que c'est lui qui décide. Si on lui impose une politique qu'il rejette au fond de son âme, eh ben on peut lui imposer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis au bout de 74 ans, c'est comme en URSS, au bout de 74 ans, on ferme le fonds de commerce et on dit ben non, on s'est trompé. Effectivement, on le voit depuis les 2 derniers référendums, si je ne me trompe pas. Le plus ancien, c'est celui sur le quinquennat ou le septennat, donc une question vraiment fondamentale sur laquelle les Français ont dû se sentir très concernés. Et le plus récent, c'est celui de 2005, où on s'est essuyé les pieds avec le vote des Français. Donc effectivement, dans ce contexte-là, on n'a plus le sentiment d'être en démocratie. Et je comprends en ce sens beaucoup de Français. Alors, on n'a malheureusement plus beaucoup de temps. Il nous reste 7-8 minutes. On va accueillir Jean-Baptiste. Et il y a aussi Richard qui est en attente, mais je ne sais pas s'il aura le temps de passer, Richard. Je suis désolé pour lui. Jean-Baptiste, bonjour. Oui, bonjour. François Asselineau, bonsoir. Oui, je voulais avoir votre avis sur une mesure de définanciarisation de l'économie qui est souvent avancée par des gens comme, je crois, Berruyer, peut-être même proposé par des hommes politiques comme Mélenchon, et qui consisterait à chaque fois que une entreprise est investie par de nouveaux actionnaires rentrent dans le capital d'une entreprise, qu'on leur demande en fait de s'engager à rester un temps défini, 3 ans, 5 ans, faute de quoi, non pas ils n'auraient pas le droit d'acheter des actions de l'entreprise, mais ils n'auraient pas voix au conseil d'administration. Donc voilà, comme je n'ai pas trouvé cette mesure dans votre programme, que par ailleurs j'apprécie, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et puis alors, quelque chose peut-être de plus général, et j'en terminerai, c'est que vous avez un discours anti-européen, au-delà du fait que vous avez démontré, on pourrait dire, le caractère pernicieux de la construction européenne. Mais moi, je me demande finalement pourquoi développer également un discours par principe anti-européen, puisque vous êtes un rassemblement provisoire. Et moi, je dis ça parce que les gens auprès de qui je parle de vous, ce sont des eurosceptiques. Je peux très très facilement les convaincre que la construction européenne est une construction pernicieuse, de la façon dont vous le démontrez assez bien. Mais souvent, j'ai beaucoup plus de mal de leur dire il faut abandonner toute idée européenne. Voilà. Alors, la réponse à la première question, non, nous n'avons pas ça dans notre programme, vous avez pu le constater, mais si vous voulez, on pourrait avoir, je pense, pendant toute la nuit, des questions d'auditeurs qui me poseraient chacun des propositions que nous n'aurions pas dans le programme. Notre programme n'est pas, je l'ai dit, comporte énormément de choses, la plupart d'ailleurs de ces choses sont extrêmement précises. On n'a pas parlé malheureusement de diplomatie, de défense, d'éducation. L'éducation, c'est un élément très important. Je renvoie à notre programme. En matière culturelle également, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé en matière de francophonie, en matière de nos relations avec l'outre-mer français. Donc il y a énormément de choses de notre programme dont on n'a pas parlé. Alors là, la question, cette idée sur les conseils d'administration, c'est une idée qui n'est pas sotte, qui peut être regardée. J'imagine tout de suite qu'on va nous expliquer que, oulala, on n'a pas le droit de légiférer là-dessus, on n'a pas le droit de légiférer là-dedans. Bon, il faut regarder la faisabilité, il faut regarder si c'est possible. Moi, de toute façon, tout ce qui va dans le sens d'une réappropriation par l'État, c'est-à-dire par le peuple français, dans la mesure où l'État est dirigé de façon démocratique et notamment consulte très régulièrement les Français par référendum, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui va dans le sens où le peuple français, par l'intermédiaire de l'État, peut réguler
l'ultra-capitalisme qui est actuellement en train de partir dans le décor et peut faire revenir ça vers quelque chose de plus raisonnable, encore une fois, sans casser le moteur, parce que le dynamisme de l'économie libérale est quand même, me semble-t-il, incomparable. Enfin, il y a chez nous d'ailleurs des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et ils ont le droit, puisque nous ne prenons pas de parti là-dessus, mais sans aller jusque-là, en tout cas tout le monde est d'accord à l'UPR sur l'idée d'un État régulateur. Sur la question suivante, j'ai oublié ce que c'était. La question suivante, c'était le deuxième. Anti-européen. Ah oui, anti-européen, oui. Ah oui, alors ça c'est très important. C'est parce que nous ne sommes pas eurosceptiques. Nous ne sommes pas eurosceptiques parce que je vous ferai remarquer que le vocabulaire même de eurosceptique est un vocabulaire très particulier. Sceptique, ça fait référence à une foi, à un dogme. Hein. D'ailleurs, c'est très curieux, la langue française, là, dans notre inconscient collectif, nous l'avons suscité, sécrété. On dit un Européen convaincu. Et on dit un eurosceptique. Mais vous ne dites jamais, je n'ai jamais entendu dire, je suis un Français convaincu, ou je suis un franco-sceptique. Pourquoi? Parce que être français, pareil, japono-sceptique, ou bien... bon, pourquoi? Parce que les gens, ils sont japonais ou ils sont français. C'est un fait objectif. Alors que quand on dit européen convaincu, ça veut dire que c'est pas un fait objectif. Ça veut dire qu'en fait, c'est un mythe, c'est une utopie, c'est un dogme, c'est une religion. Voilà, c'est une religion laïque, c'est une religion... Donc, nous rejetons ce caractère d'euroscepticisme, nous disons que nous sommes effectivement contre la construction européenne. Alors, nous ne sommes pas contre les peuples d'Europe. J'observe d'ailleurs que je suis certainement... Parmi les responsables politiques français, l'un de ceux qui a le plus voyagé dans le monde. J'ai vécu d'ailleurs au Japon, et j'ai vécu aussi un petit peu dans des familles allemandes ou des familles anglaises pour apprendre les langues. Donc j'aime beaucoup les pays d'Europe. Et j'ai justement, parce que j'aime les pays de l'Europe, la réalité de la chose, que je sais que le processus actuellement en cours est un processus négatif. Moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens qui font profession d'européisme, en fait, se foutent comme d'une guigne de la construction des vrais pays d'Europe. On envoyait, c'était monsieur Sarkozy qui nous expliquait que l'Europe c'était ci, l'Europe c'était ça, ou monsieur Hollande. Mais dès qu'ils ont 3 jours de vacances, ils partent aux États-Unis. Enfin, c'est quand même, et qu'ils aillent donc au Luxembourg et passer leurs vacances au Danemark et en Slovaquie. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Moi, j'aime bien les peuples d'Europe, mais je n'aime pas la construction européenne. Et alors, il y a quelque chose qui se profile en filigrane derrière ce que vous avez dit, c'est que, je m'adresse à l'auditeur là, c'est que Jean-Baptiste. Ouais, Jean-Baptiste, c'est que on voit se pointer l'idée qu'il ne faudrait pas prendre les gens à rebrousse-poil et qu'il faudrait leur promettre une autre Europe. Eh ben, moi, je dis non, justement. C'est l'une des particularités de notre mouvement. C'est bien montrer aux gens le caractère nocif, par principe, de la construction européenne, parce qu'elle ne peut, sous des couverts effectivement aimables, moi je suis tombé dans le panneau, hein, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai voté en 79, je votais pour la liste Simone Veil, cette idée est pernicieuse en elle-même. Et dire ça n'est pas vouloir se refermer sur le monde. Si nous voulons traiter de problèmes sur le Rhin, nous devons avoir une commission du Rhin avec les Pays-Bas, l'Allemagne, la France. Si on veut parler de problèmes avec l'Allemagne, on aura des relations franco-allemandes. Si on veut parler des problèmes de l'immigration, eh bien on doit avoir les pays du sud de l'Europe, Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce, avec les pays du Maghreb et des pays du Machrek. On veut parler de la pêche dans l'Atlantique, à ce moment-là, il faut avoir des relations avec le Portugal, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Angleterre, l'Islande, le Groenland, donc le Danemark, et puis le Canada, les États-Unis. C'est-à-dire que selon les problèmes, et ce que je dis là, c'est le pur bon sens, selon les problèmes, il faut avoir des coopérations à géométrie variable, ça sera la francophonie pour la culture et la langue, etc. Et quant aux problèmes de conflits qu'il peut y avoir dans le monde, je rappelle que nous sommes tout à fait favorables à l'Organisation des Nations Unies. Hein. Il y a des gens qui critiquent l'ONU en disant c'est un embryon d'un gouvernement mondial, ça n'est pas vrai. L'ONU n'a jamais prétendu fixer aux États membres de l'ONU une politique. Vous avez d'ailleurs à l'ONU des États aussi différents que les États-Unis d'Amérique, la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite ou Israël, la Russie ou bien le Royaume de Tonga. Chacun a sa taille, sa religion dominante, son mode de développement, voilà. En revanche, l'ONU est une espèce de concert des nations, une espèce d'effort de civilisation pour permettre aux peuples
et aux nations de régler leurs différends de façon pacifique. Donc nous, ce que nous voulons, c'est redonner sa vigueur à l'ONU, parce qu'elle est mal portante, l'ONU, hein, relisez la charte des Nations Unies de 1945, la charte de San Francisco, il n'y a pas grand-chose à y toucher. Il précisait bien d'ailleurs que toutes les grandes puissances, que tous les États membres de l'ONU devaient faire leurs efforts pour faire preuve de bonne foi dans l'application de cette charte. Voilà la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire aux gens c'est vrai, c'est difficile, il y a un petit travail de deuil en termes psychologiques à faire. La construction européenne, ça n'est pas cette belle idée que vous aviez eue, mais il y a des idées bien meilleures à avoir. C'est une concertation planétaire et avoir des bonnes relations avec tous les pays du monde, quels qu'ils soient. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment, François Asselineau, de votre venue dans nos studios. Et merci aussi aux auditeurs qui nous ont appelés, qui nous ont écoutés. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis, si un jour on veut passer une soirée, une nuit ensemble, à la radio, je reviendrai volontiers. Mais ce sera avec un immense plaisir que je vous recevrai une longue nuit, peut-être un dimanche soir. Pourquoi pas ? On aura encore plus de temps comme ça et on pourra prendre encore plus d'auditeurs et discuter d'encore plus de sujets. Je vous remercie, François Asselineau. Merci. Et je vous dis donc à bientôt. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM.